Donc bonjour à tous pour cette deuxième partie en fait, du cours de classe virtuelle. Bon, tout d'abord je m'excuse pour tout à l'heure parce qu'effectivement il y avait un beau reflet au milieu, donc j'ai fermé le store. Ça devrait être beaucoup plus pratique. Donc j'ai justifié un petit peu, on est revenu sur les différentes lois de probabilité continue, et j'ai justifié l'existence de ces lois continues de probabilité. Donc ici on va les considérer sur un intervalle AB. Donc je vous rappelle, hein, on avait cette propriété qui était intéressante d'avoir une densité de probabilité sur un intervalle AB. Donc il va falloir définir ce que c'est qu'une densité de probabilité. Donc allons-y pour la définition. Donc une densité de probabilité, on appelle densité de probabilité sur un intervalle AB. Donc, l'objectif étant de traduire des calculs de probabilité sous forme d'intégrale. Une densité, ça va être une fonction. Donc, toute fonction f, donc définie sur l'intervalle AB, et qui va vérifier un certain nombre de conditions. Donc les trois conditions suivantes. La première, on va dire, qui est de l'ordre on va dire très théorique, c'est que ma fonction f, elle doit être continue sur AB. Alors, cette hypothèse, on va dire, nous permet juste de pouvoir considérer les intégrales. Si la fonction f n'est pas continue, pour l'instant, vous ne savez pas faire les intégrales de ces fonctions-là. Donc, voilà, ça n'est pas possible. Pour pouvoir écrire des intégrales, ma fonction f doit être continue. La deuxième propriété, donc là c'est plus de l'ordre des probabilités. Si j'ai une densité de probabilité, eh ben, il paraît naturel justement de demander que cette fonction f soit positive. Les probabilités sont des nombres qui sont compris entre 0 et 1. Donc voilà, première hypothèse, ma fonction f doit être positive. Et puis la dernière condition, c'est là où on se rapproche en fait, le plus de notions de probabilité. J'ai ma fonction f qui est positive, et ça c'est pas un problème, mais j'ai une condition en fait sur mes probabilités. Dans un cas discret, on demande que la somme des probabilités soit égale à 1. Ici, ça va se traduire tout simplement par l'intégrale entière de ma densité. Donc l'intégrale de a à b de f de x dx doit être égale à 1. On doit vérifier justement ces trois conditions pour obtenir une densité. Alors évidemment, des fonctions, vous en connaissez quand même un certain nombre, plein que vous ne connaissez pas, mais vous en connaissez un certain nombre. Donc on ira piocher dans toutes les fonctions qu'on connaît, je veux dire lesquelles peuvent être des densités, vérifier ces trois propriétés, et lesquelles ne peuvent pas être justement des densités. Alors, avant de partir sur les exemples, j'ai quand même une remarque, alors, très théorique, mais on n'a pas le choix, parce que dans les lois de probabilité qu'on va voir après, on va être obligé justement de considérer des intégrales, non pas sur un intervalle AB général, mais sur un intervalle du type 0 plus l'infini ou A plus l'infini. Donc il va falloir que je définisse un tout petit peu ce que je considère comme intégrale. Si je veux faire par exemple une intégrale sur 0 plus l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il y ait un plus l'infini, on ne sait pas trop comment c'est défini. Donc nous allons voir dans ce chapitre, pour les lois exponentielles en l'occurrence, pour l'instant vous ne savez pas ce que c'est, donc des densités sur 0 plus l'infini. Donc, auquel cas,
l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx, puisque je suis sur 0 plus l'infini, je dois calculer l'intégrale ici entre 0 plus l'infini, se définit par... Alors on va utiliser une première définition qui paraît assez naturelle, mais ça n'est pas la seule. C'est tout simplement de prendre des intégrales de 0 à une certaine valeur, que je vais appeler petit c, donc l'intégrale de 0 à c de f de x dx. Ça, c'est pas un problème, c'est un intervalle fermé borné, je sais exactement ce qui se passe. Et de prendre tout simplement la limite quand c tend vers plus l'infini sur cette intégrale. D'accord ? Dans ce cas-là, on parle d'intégrale généralisée. De la même manière, on verra des intégrales sur R tout entier, auquel cas c'est moins l'infini. Dans ce cas-là, on aura une limite en haut de C qui tend vers plus l'infini et une limite en bas, justement, qui tend vers moins l'infini. Voilà, donc ça c'est juste pour étendre cette définition au cas où on a des intervalles qui sont non-normaux. Donc, on va essayer de voir parmi les fonctions que nous connaissons, quels sont les candidats, ou candidates en l'occurrence, puisque pour une fonction potentielle, pour obtenir des densités. Alors, la fonction la plus simple, alors pas la fonction f de x est égal à 0, la fonction constante égale à 0, n'a aucun intérêt, puisque, alors ça c'est vérifié, et cette propriété sera évidemment mise à mal, puisque quand j'ai une fonction qui est constante égale à 0, son intégrale, elle est évidemment égale à 0. Donc je vais prendre une fonction un tout petit peu plus générale, je vais prendre soit f, une fonction constante sur l'intervalle AB, donc à savoir f de x est égal à k pour tout x appartenant à B. La question que je pose, c'est que, bon, on imagine bien ce que ça pourrait vouloir dire, avoir une densité constante. Bon. Je ne sais pas comment calculer des probabilités avec les densités pour l'instant, mais on a une petite idée, c'est des histoires d'intégrales. Donc si j'ai une densité, le terme, l'utilisation de densité fait beaucoup penser à la physique, et donc vous avez une notion justement de cette densité. Donc j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, précisément, savoir comment interpréter justement ces densités. Pour l'instant, j'ai juste une fonction constante et je voudrais vérifier, en fait, est-ce qu'une fonction constante peut être une densité ou pas. Donc je vais devoir vérifier ces trois hypothèses-là. Donc la première, ça ne pose pas de problème. Quand j'ai une fonction constante, elle est continue sur AB. Donc pour qu'elle soit positive, évidemment la constante K que je dois considérer, elle doit être positive. Donc f est positive, on va dire, sur AB, si et seulement si k est supérieur ou égal à 0. On peut même mettre k strictement positif, parce que je l'ai expliqué, justement, si ma fonction est constante égale à 0, c'est cette propriété qui ne va pas fonctionner. Et alors, donc ces deux premières hypothèses, on va dire, ne posent pas de difficulté. En fait, c'est la dernière, justement, qui va me permettre de voir est-ce que c'est possible d'avoir une densité et une fonction constante. Est-ce que ça peut être une densité? Donc, pour le dernier point, je vais calculer, justement, l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, ici, c'est l'intégrale de a à b d'une fonction constante sur l'intervalle AB. La primitive d'une fonction constante, c'est une fonction affine, donc c'est la constante multipliée par x, que je vais devoir prendre entre a et b. Et je remplace donc x par b, ça me donne kb, moins la même chose, je remplace x par a, ça me donne ka. Je peux factoriser la constante k, ça me donne donc k facteur de b moins c. Voilà. Je reste sur cette hypothèse-là, mais je vais devoir l'effacer.
Donc j'ai calculé cette intégrale, voilà ce que j'obtiens. Donc si je veux vérifier cette hypothèse que l'intégrale de f de x dx est égale à 1, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que k fois b moins a est égal à 1. Et ça revient à dire que la constante k, elle doit être égale à 1 sur b moins a. B moins a étant la largeur de l'intervalle considéré AB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi toutes les fonctions qui sont constantes sur l'intervalle AB, il n'y en a qu'une seule qui peut être une densité, c'est la fonction constante égale à 1 sur B moins A. Alors vous verrez justement que ça nous donnera une loi particulière de probabilité, on verra ça en temps voulu. Dernière remarque à écrire quand même ici, c'est que quand j'ai mon intervalle A, B écrit, on va dire dans le bon ordre, B moins A c'est un nombre positif, donc cette constante est bien une constante positive, strictement positive, et donc ça me permet de vérifier cette hypothèse-là en même temps. Donc, en conclusion, l'unique densité sur l'intervalle AB, l'unique densité constante sur AB et f de x est égal à 1 sur b moins a, un 1 qui ressemble à 1, pour tout x appartenant à AB. Bon, et ben c'est pas mal, j'ai déjà une première densité, voilà, parmi des fonctions pas trop compliquées, à savoir une fonction constante. Alors, je ne vais pas faire la liste de toutes les fonctions qu'on connaît, évidemment, je pourrais essayer de réfléchir si j'ai une fonction linéaire, une fonction affine, etc., etc. Je ne vais pas faire tous les cas les uns après les autres, d'autant plus que celui-ci va me donner une autre probabilité qu'on va étudier, ce sera même la première. Je vais vous donner juste un dernier exemple d'une fonction un petit peu plus originale, on va dire, qu'on connaît très bien, ce n'est pas une fonction très très compliquée, mais un autre exemple de densité, vous connaîtrez celle sur les trois lois, on va dire, qu'on va étudier, à savoir loi uniforme, loi exponentielle et loi normale. On les verra en temps voulu, mais je voudrais justement donner un deuxième exemple de choses qu'on ne verra pas ensuite. Donc je vais prendre la fonction cosinus. Alors quand je parle de fonction cosinus, a priori, on est quand même loin des probabilités. Donc la fonction cos, ce que j'affirme, c'est que c'est une densité de probabilité sur l'intervalle 0 pi sur 2. On va démontrer cette chose-là. Je vais devoir donc vérifier chacune des trois propriétés. Donc la première, la fonction cos, elle est continue. Elle est continue sur R, ça c'est pas mon problème. Elle est continue donc sur 0 pi sur 2. Alors, sur 0 pi sur 2, il faut faire un petit coup de cercle trigonométrique, mais si je regarde un tout petit peu le signe du cosinus, donc je rappelle le cosinus sur l'axe x, ici j'ai 0, ici j'ai pi sur 2, donc les cosinus qui sont entre 0 et pi sur 2, ils situent, en fait, ça correspond à ce quart de cercle, et donc les cosinus correspondent à cette partie-là. Et donc, la fonction cosinus est bien positive sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et la dernière propriété à vérifier, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de x dx doit être égal à 1. Donc je vais calculer cette intégrale. Donc si je prends l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cos de x dx, donc je rappelle, première étape, je dois déterminer une primitive de la fonction cosinus. Donc je vous interrogerai bien pour savoir quelle est la primitive de la fonction cosinus, mais virtuellement c'est un peu plus compliqué quand même. Je vous laisse y réfléchir quand même pendant ce temps-là, mais la primitive de la fonction cosinus, c'est la fonction sinus. Donc ici, entre 0 et pi sur 2,
Si jamais il y a un doute, allez voir le cours sur le tableau de primitives. Vous verrez que ici, j'ai bien cette primitive. Donc sinus de x, c'est sa primitive, entre 0 et pi sur 2. Donc je vais d'abord faire sinus de pi sur 2, moins sinus de 0. Et même chose, un petit coup de cercle trigonométrique, donc je reviens là-dessus. Si je prends le sinus de pi sur 2, c'est donc cette valeur ici sur l'axe des ordonnées, ça vaut 1, moins le sinus de 0, le sinus de 0, 0 étant ici, le sinus de 0, c'est cette ordonnée-là. Donc j'obtiens 0, et j'obtiens bien une intégrale est égale à 1. Voilà, donc on a deux exemples de fonctions. Alors on pourrait chercher, je répète, parmi toutes les autres fonctions qu'on connaît, mais il y en a un certain nombre, justement, je n'en parle pas tout de suite parce qu'on en parlera après. Voilà. Alors, j'ai un petit commentaire à faire. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la première partie sur l'introduction, mais ici on commence à s'en rendre compte, il faut le comprendre en fait, que ce qui va se passer, c'est que jusqu'à nouvel ordre, les probabilités, c'était un domaine qui était un petit peu à part. D'ailleurs, les élèves aiment bien en général les probabilités, parce que c'est des situations qui sont concrètes, enfin voilà, c'est des choses qui sont assez parlantes. Mais à partir du moment où on considère des probabilités sur des ensembles infinis, donc sur des intervalles, en réalité, on revient dans un domaine qu'on connaît bien, qu'on a l'habitude d'utiliser dans les autres chapitres, à savoir l'analyse. Donc je parle de fonctions, je parle de continuité, bon, positivité, c'est pas très très compliqué, et je parle d'intégrale qui est égale à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à faire des probabilités sur des intervalles, on se retrouve à faire de l'analyse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, en tout cas si vous continuez les maths, parce que très souvent, on voit les probabilités, enfin pas toujours de cette manière-là, mais en réalité, faire des probabilités, c'est faire de l'analyse. Toujours en ayant quand même cette relation, on va dire, avec du concret. Alors, deuxièmement, maintenant que je sais ce qu'est une densité, la question c'est comment faire pour calculer des probabilités. Et bon, voilà, on a une définition, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait clair, on ne voit pas trop le lien avec les probas. Donc, je vais définir ce que c'est qu'une loi de probabilité à densité sur un intervalle AB. Qui permettra de comprendre un tout petit peu comment calculer les probabilités là-dedans. Donc, définition. On définit la loi de probabilité du grand P. On note toujours sa P, qu'elle soit continue ou pas, de densité petit f sur l'intervalle AB en associant à chaque intervalle intervalle xy, je vais écrire en dessous, intervalle xy inclus dans AB, le réel, si je veux calculer la probabilité de mon intervalle xy, ce sera égal à l'intégrale de xy de f de t dt, où f, justement, est ma densité. Alors là, ça va devenir très intéressant, parce qu'il y a énormément de choses à raconter dans cette définition, il y a beaucoup de choses à comprendre. Ils ne sont pas très très compliqués, mais il faut quand même, on va dire, changer ses habitudes pour faire des probabilités. Alors, la première chose, c'est d'interpréter cette probabilité-là, et donc de parler, de justifier, on va dire,
le terme de densité de probabilité. Alors, quand j'ai une densité petit f, par hypothèse, f est continue et positive. Donc sur AB, f, est continue positive, et si j'ai une fonction qui est continue positive sur AB, on sait très bien comment interpréter cette intégrale. Pareil, je vous interrogerai bien. C'est un peu compliqué. Donc, je pose la question quand même, essayez d'y réfléchir pendant ce temps-là. Comment je fais pour interpréter une intégrale quand j'ai une fonction positive? Eh bien, si je prends l'intégrale de x à y de f de t dt, cette intégrale, ça correspond à l'aire, ce qu'on a appelé, nous, dans notre cours, à l'aire en unité d'air, ou à l'aire directement sous la courbe CF sur l'intervalle XY. Et donc tout ce qu'on a raconté sur les intégrales, justement pourquoi avoir insisté lourdement sur l'interprétation des intégrales quand j'ai une fonction positive, donc ça sert pour le chapitre sur le calcul intégral, mais ici, dans tout le chapitre de probabilité, on va manipuler des intégrales de fonctions continues positives, donc on va considérer des aires sous des courbes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, si je fais un petit schéma, j'ai mon intervalle AB, ici je vais mettre arbitrairement ici, donc je trace la droite des quotients x est égal à A et x est égal à B, la droite verticale des quotients x est égal à A et x est égal à B, et donc j'ai une densité de probabilité, donc mettons j'ai une fonction qui va faire quelque chose comme ceci. Alors je choisis volontairement une courbe qui n'est pas tout à fait symétrique pour essayer de comprendre justement ce que ça veut dire. Donc ça, c'est ma densité, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce schéma, si je dois calculer la probabilité d'un intervalle xy, d'accord? Donc là, j'ai la valeur petit x, ici, j'ai la valeur y, et bien cette probabilité, comment je vais la visualiser, parce que là, c'est ce qui va se passer concrètement, ça correspond à cette aire sous la courbe. Et donc, enfin, j'espère que c'est le cas pour vous, donc ce que j'ai ici, c'est l'intégrale de x à y de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de x sur xy de ma densité. Une fois que j'ai fait ce schéma-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, j'essaye de comprendre pourquoi on appelle ça une densité de probabilité. C'est-à-dire que les intervalles sur lesquels ma fonction, on va dire plus la fonction est grande, plus ma densité est élevée sur un certain intervalle, plus la probabilité justement d'être dans cet intervalle va être élevée. A contrario, ici ma densité ici elle est globalement très faible, donc si je veux la probabilité d'être à l'intérieur d'un intervalle ici situé à gauche, la probabilité va être beaucoup plus faible. Et donc, en fait, là ce qu'on vient de voir, c'est que ça justifie en fait, alors il faut l'interpréter correctement, hein, mais le terme de densité de probabilité. Donc j'aime bien poser cette question-là aux élèves, en général. Qu'est-ce que c'est qu'une densité en physique? En général, j'ai des réponses qui sont plus ou moins rigoureuses. Donc là, de manière virtuelle, je ne vais pas poser la question, mais il faut essayer de faire le lien avec justement cette notion de densité en physique. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc, je peux peut-être l'écrire. J'avais écrit ça justement sur mon cours. Plus la densité est élevée, plus la probabilité
d'être dans un intervalle. Alors c'est un peu compliqué de l'exprimer correctement et rigoureusement. Donc plus la probabilité d'être dans un intervalle à cet endroit-là est élevée. Alors justement, c'est la deuxième question qu'il faudrait se poser, c'est mais en fait pourquoi on considère que des intervalles ici à cet endroit. Donc j'en parlerai un tout petit peu après. Cependant, on peut peut-être l'écrire tout de suite en fait. Hein. Donc pour des lois continues de probabilité à densité, la probabilité d'être égale à une valeur, une seule valeur, on a l'habitude de faire, hein, quand j'ai un ensemble fini, je veux pour la loi binomiale, la probabilité d'être égale à 2, d'avoir 2 succès, la probabilité d'être égale à 3, etc. Ici, quand je suis dans une loi de densité, si je veux la probabilité que ma variable aléatoire soit égale à une certaine valeur, c'est donc la probabilité que ma variable aléatoire appartienne à cet intervalle-là directement. Donc là, je parle de loi de variable aléatoire, ce qui n'est pas tout à fait écrit dans ma définition, mais bon, peu importe. C'est donc l'intégrale de x à x de ma densité. Et on a vu justement que quand je considère des intégrales comme ceci, dans les mêmes normes, cette intégrale, elle vaut 0. Donc ça veut dire que quand j'ai des lois continues à densité, en fait ça n'a aucun sens de considérer être égal à telle valeur, parce que la probabilité sera toujours nulle. Donc je considère en réalité la probabilité d'être dans un intervalle, parce que là j'ai quelque chose, un nombre qui sera non nul, mais pour toutes ces lois qui sont continues, la probabilité d'être exactement égale à une valeur, elle vaut toujours 0. Alors je sais que ça vous perturbe un tout petit peu, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, mais voilà ce qui se passe quand je passe au cas continu. Quand je suis dans un cas continu, la probabilité de n'importe quelle valeur vaut toujours 0, donc ce n'est pas la peine d'essayer de considérer ce genre de choses. Alors je suis allé un tout petit peu vite, effectivement j'ai fait ma deuxième remarque avant la première, j'aurais dû suivre mon cours, voilà. Donc dans le cours, en fait on jongle toujours entre d'un côté j'ai une loi de probabilité P et d'un autre côté j'ai des variables aléatoires justement comme ceci. Donc on dit qu'une variable aléatoire grand X sur un intervalle AB admet pour densité petit f sur AB. Si et seulement si, la probabilité que grand X soit dans l'intervalle XY, c'est égal à l'intégrale de XY de f de 2. Donc en réalité, dans le cours, je ne vais pas faire, il faudrait que j'écrive à chaque fois deux types de propriétés, quand j'ai une loi de probabilité grand P ou quand j'ai une variable aléatoire X. Voilà, donc je pense que vous serez capable de faire le lien directement de l'un à l'autre. Quand j'ai une loi de densité P directement, j'ai cette écriture-là. Et quand j'ai une variable aléatoire, c'est juste la variable aléatoire grand X qui appartient à l'intervalle. Donc voilà, je m'en suis servi un petit peu ici. C'est un petit peu, voilà, ça n'est pas dans l'ordre. Dernière chose en termes de généralité, je vais devoir parler de fonctions de répartition. Donc pour étudier certaines lois de probabilité, on va dire quasiment toutes, hein, mais on va dire que pour certaines lois de probabilité, la fonction de répartition a plus d'intérêt que pour d'autres. On étudie justement la fonction, alors je vais l'appeler phi,
Si je l'appelle phi, c'est pas parce que moi j'ai l'habitude de l'appeler phi, c'est juste que dans votre manuel, elle s'appelle phi, et que dans un certain nombre d'exercices, on y fait référence. Donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je préfère utiliser la même notation. D'accord? En général, bon, moi je n'utilisais pas cette notation. Donc c'est la fonction qui a x associé, donc phi de x, définie par quoi? C'est la probabilité que ma variable aléatoire grand X soit inférieure ou égale à x. Ou si je suis dans un cas, on va dire, où je n'ai pas nécessairement de variable aléatoire, hein, c'est la probabilité de l'intervalle AX, donc l'intégrale de A à X de f de t dt. Ok? Alors, on l'a déjà rencontré, cette fonction. Vous la connaissez bien. Pourquoi? Parce que c'est la fameuse FREP de la calculatrice. D'accord? Donc je vais lui donner son nom, appelé fonction de répartition de ma variable ou de ma loi de densité. Alors on ne le démontrera pas, hein, mais en général, étudier une loi de probabilité, ça revient et à étudier justement cette fonction de répartition. Je peux passer de l'un à l'autre assez facilement. On s'en servira justement dans un certain nombre de démonstrations ici qui vont être très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà rencontré cette écriture-là, hein, dans le chapitre précédent. Alors je ne sais pas si certains voient un tout petit peu à quoi on fait référence. Mais première chose, cette fonction, elle est croissante. Si vous voulez, on a fait un exercice la dernière fois sur le calcul intégral où justement on faisait varier cette bande-là quand j'avais une fonction f continue positive. Et vu que c'est l'air sous la courbe et que x, quand x augmente, évidemment ma fonction augmente. Donc on peut dire que c'est la croissance de l'intégrale. Directement. Ça, c'est la première propriété. Ce n'est pas une propriété très compliquée à appréhender. Mais la deuxième propriété, pour ceux qui ont compris, ça vient du théorème fondamental de l'analyse. Le théorème fondamental de l'analyse me dit que, alors, même dans ce cas de probabilité, c'est l'unique primitive de petit f, ma densité, sur AB, qui s'annule en A. Et vous verrez que dans le cours, très souvent, on est loin des probabilités. C'est, on va dire, une des richesses de tout ce champ, on va dire, de mathématiques. C'est qu'on est à la fois sur le côté probabilité, avec la vision tout à fait intuitive qu'on peut en avoir d'un certain nombre de propriétés. Et d'un autre côté, on est très clairement dans un cadre d'analyse et on s'en sert justement de temps en temps de ce type de résultat. Donc je m'en servirai une fois justement dans une démonstration. Ok. Alors on va prendre un exemple. Même chose, j'essaye de prendre des exemples qui ne sont pas les exemples qu'on traitera après. Donc je vais reprendre ma densité justement cosinus. Hein, donc soit P, la loi continue de probabilité, de densité cos sur l'intervalle 0 pi sur OK. Bon, ben, je veux calculer la probabilité pour cette loi, hein, d'être dans l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Donc par définition, vu que j'ai une densité, c'est l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 4 de cos de x dx. Donc ça tombe bien, la primitive on la connaît déjà, on l'a déjà déterminée tout à l'heure, donc c'était sinus de x que je dois prendre donc entre pi sur 6 et pi sur 4. Donc
je remplace par pi sur 4, ça me donne sinus de pi sur 4, moins cette valeur-là, sinus de pi sur 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir sur le cercle trigonométrique quelles sont ces valeurs-là. Donc pi sur 4, ça se situe ici, pi sur 6, ça se situe donc ici. Donc si je prends le sinus de pi sur 4, c'est cette valeur-là, c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus de pi sur 6, c'est donc cette valeur-là, ça me donne 1,5. Ce que je peux écrire comme probabilité, racine de 2 moins 1, le tout divisé par 2. Voilà donc la probabilité pour cette loi de densité d'être dans l'intervalle pi sur 6, pi sur 4. Vous pouvez vérifier à la calculatrice que ce nombre est bien compris entre 0 et 1. Racine de 2, c'est 1,41, donc moins 1, ça me fait du 0,41. 0,41 divisé par 2, ça me donne à peu près 0,2. Et puis, dernier exemple, la fonction de répartition de cette loi de probabilité. Alors, soit je calcule l'intégrale à partir de la définition que je viens d'effacer ici, et donc phi de x, soit j'utilise en fait cette propriété-là, d'accord? Donc je vais plutôt partir sur l'intégrale de 0 à x de cos de t dt. Hein, une vision plus pragmatique. Donc la primitive, c'est sinus de t, ça c'est bon, entre 0 et x. Et donc ça me donne sinus x moins sinus de 0. Et sinus de 0 valant 0, et bien voilà, j'obtiens évidemment la fonction sinus de x. Et je retrouve, là on va dire expérimentalement, ça c'est bien la primitive de ma densité. Alors il me reste une dernière définition à vous donner. Je n'en ai pas encore parlé, mais quand on fait des probabilités, vous avez vu ça l'année dernière en première, quand on parle de variables aléatoires, il y a deux caractéristiques, on va dire, importantes sur les lois de probabilité. Ça s'appelle, voilà, on va dire ça, l'espérance mathématique et la variance. Attention, pas la moyenne, et la variance également, mais pas de moyenne, on parle d'espérance mathématique, on va dire, quand je fais des probabilités. Donc dans ce cadre-là, la question c'est comment définir justement cette espérance mathématique. Alors, de manière générale sur le cours, je ne parlerai pas de la variance. Enfin voilà, on va s'intéresser d'abord à l'espérance mathématique. Il y a déjà des choses à faire. Donc, espérance mathématique d'une loi continue à densité. Alors, il faut déjà essayer de se rappeler comment on calcule l'espérance mathématique et comment elle est définie, on va dire, dans le cas discret. Donc, dans le cas discret, je le rappelle, j'écrirai en remarque ici, mais l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, on l'avait définie comme la somme de i est égale à 1 à n, donc les valeurs prises par ma variable aléatoire xi, fois pi, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit égal à xi. Donc je vais préférer en fait écrire probabilité que grand X soit égal à xi pour essayer de généraliser justement cette vision. Alors, une fois que j'ai cette définition-là, et ben pour passer au cas continu, c'est pas très compliqué. La somme, ça va se transformer en cette somme-là, qui s'appelle intégrale. Donc ici, intégrale sur l'intervalle AB. Ici, les valeurs xi, et ben je vais prendre la fonction x directement. Donc j'ai quelque chose de continu, je n'ai pas des valeurs discrètes, mais donc je prends toutes les valeurs entre a et b, toutes les éventualités possibles. Et ce qui va jouer le rôle justement ici de probabilité de x est égal à xi, c'est quelque chose de continu, mais c'est ma densité. Et donc voilà la définition dans le cas continu de l'espérance mathématique.
rigoureusement et correctement. Donc, on définit l'espérance mathématique d'une loi de probabilité, d'une loi continue. Alors, oui, ben, je vais enlever continue. D'une loi de probabilité P à densité petit f sur AB par, justement, hop, cette chose-là, E de x est égal à l'intégrale de A à B de x fois f de x dx. Voilà comment on l'a défini. Donc, quelques remarques. La première remarque, c'est justement le lien entre cette définition et le cas discret. Donc, dans le cas discret, nous avons défini l'espérance par donc E de x est égal. Alors là, j'ai fait une petite erreur d'ailleurs, parce que je n'ai pas parlé de la variable aléatoire, donc je ne peux pas écrire E de x directement, c'est un petit abus de notation. Donc quand j'ai une variable aléatoire, je peux le définir comme ceci, mais ici, je vais juste écrire E. Il n'y a pas de variable aléatoire. Donc je vais utiliser ici la définition avec une variable aléatoire. Donc c'est la somme de i est égal à 1 à n des xi fois probabilité que grand x soit égal à xi. Donc je vais appeler la somme des xipi. Ok? Donc cette définition prolonge la notion d'espérance mathématique alors au cas, alors c'est vrai que j'ai enlevé tout à l'heure loi continue. En fait, je pourrais considérer des densités sur des ensembles, voilà, des fonctions qui sont un peu discrètes, on pourrait dire. Voilà, donc il faut essayer de séparer qu'est-ce qui correspond au continu, qu'est-ce qui correspond au cas ou densité. Mais ici, mathématiques au cas des lois continues à densité. Et dernière remarque, alors pourquoi vous avez fait l'erreur tout à l'heure, l'erreur virtuelle, mais par expérience, c'est toujours ce qu'on me donne. Pourquoi en fait vous m'avez parlé de moyenne? Effectivement, en fait, l'espérance mathématique, ça correspond en fait à la moyenne que je pourrais obtenir si je répète, on va dire, un grand nombre de fois mon expérience aléatoire. Il faut bien faire la distinction entre les probabilités où on se situe en fait avant l'expérience aléatoire et on essaye de redonner des résultats a priori sur ce qui peut se passer. On ne réalise pas l'expérience aléatoire. Du cas des statistiques où on se place justement après avoir réalisé l'expérience aléatoire. Et pour faire des statistiques, il faut l'avoir réalisé a priori un grand nombre de fois. Parce que si vous le réalisez 3 fois, c'est quand même très très compliqué de faire des statistiques, contrairement à tout ce qu'on peut voir dans les médias de manière globale. Donc l'espérance mathématique, ça n'est pas égal, mais ça correspond à la valeur moyenne, on pourrait dire à la valeur moyenne espérée. Donc quand on dit espérer, ça veut bien dire justement ce que ça veut dire, c'est qu'on ne l'a pas encore fait. Donc à la valeur moyenne de la loi de probabilité, où
ça, on a très souvent des questions, on vous demande de calculer l'espérance mathématique et ensuite d'interpréter le résultat. Ben voilà, l'interprétation du résultat, elle se fait à cet endroit. Et également, dans certains exercices, c'est plutôt le contraire. Hein. Des études statistiques permettent de déterminer justement la valeur moyenne et ça permet d'en déduire justement l'espérance mathématique de la modélisation qu'on va considérer pour modéliser notre situation. Donc je m'arrêterai là pour l'instant. J'en ai terminé pour les généralités. Donc le prochain cours, c'est d'étudier justement chacune de ces lois de probabilité. Voilà, merci bien.